Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on part sur les traces de Napoléon, héritier de l'Europe des républiques sœurs du Directoire. L'Europe napoléonienne atteint son apogée en 1810-1811. Elle donne lieu à une mosaïque de transferts plus ou moins aboutis du modèle français et une volonté d'intégration dynastique de la part des Bonaparte. La spirale du système continental, le manque d'adhésion de certaines élites, notamment catholiques, et la faible résilience du grand empire face aux défaites à partir de 1812 expliquent la chute de Napoléon en 1814. Vous voulez en savoir plus sur la conquête et la perte de l'Europe ? 200 ans après sa mort, le 5 mai 1821, sur l'île de Sainte-Hélène, la mémoire de Napoléon demeure fortement présente en France et en Europe. Il suffit pour le constater d'observer les milliers de passionnés venus du monde entier reconstituer les batailles napoléoniennes sur les mêmes lieux de leur déroulement. Cette légende, dont les bases ont été jetées du temps de l'Empire 1804-1814, ont été alimentées par les récits des anciens soldats de la Grande Armée et façonnées par Napoléon lui-même lors de son dernier exil, dictant ses souvenirs et ses analyses dans le mémorial de Sainte-Hélène. L'ancien empereur réécrit pour la postérité l'histoire des 15 années au cours desquelles il a dirigé la France et une grande partie de l'Europe, 1799-1815. En 1799, Napoléon Bonaparte prend la tête de la grande nation qui a mis en place des républiques sœurs dans son voisinage proche, la Hollande, la Suisse ou l'Italie. En 1802, selon la même logique, Bonaparte réorganise les républiques italiennes, puis en 1803 s'impose comme protecteur de la République helvétique. La proclamation de l'Empire se traduit par l'adaptation des autres régimes satellites. En 1805, Napoléon ceint lui-même la couronne du royaume d'Italie. L'année suivante, les Bourbons sont chassés de Naples et son trône offert à son frère Joseph. La Hollande devient un royaume confié à Louis. Les victoires militaires de 1805-1806 entraînent la disparition du Saint-Empire romain germanique. La Prusse et l'Autriche affaiblies, l'Allemagne est reconfigurée comme un glacis militaire et un nouvel espace satellisé. Le système repose de plus en plus sur la domination dynastique des Bonaparte. En 1808, Joseph s'installe à Madrid, tandis qu'il est remplacé par Murat à Naples. Le traité de Tislit, signé avec la Russie en 1807, la Grande-Bretagne et le Portugal sont désormais les seules puissances à s'opposer à la domination française. C'est pourquoi, à partir de 1806, se développe le système continental. Le décret de Berlin du 1er novembre 1806 proclame le blocus des îles britanniques. La guerre économique doit étouffer la résistance britannique en lui fermant l'accès aux marchés continentaux. La nécessité de contrôler les côtes européennes infléchit le choix diplomatique de Napoléon. Dès 1807, Napoléon a pris soin de faire entrer la Prusse et la Russie dans le système continental. Cet impératif le pousse également à centraliser de plus en plus les décisions et à légiférer sur les ports pour tâcher d'endiguer la contrebande croissante. Cette logique va jusqu'à l'annexion pure et simple si nécessaire. Rome et les États pontificaux en 1808, Hollande et Allemagne du Nord en 1810. Soucieux du soutien des notables, Napoléon favorise les manufactures françaises. Il fait des régions satellisées de nouveaux marchés, même si on observe des dynamiques régionales. Ainsi, la draperie lombarde bénéficie-t-elle de l'exemption du royaume d'Italie de 3 à 7 millions d'habitants. L'apogée de la domination napoléonienne en Europe se situe vers 1810-1811. Si la France se dilate jusqu'à 130 départements de l'Elbe au Tibre, elle dispose surtout d'un ensemble d'États vers lesquels Napoléon souhaite transférer le modèle d'administration français à l'instar du Code Napoléon. Arche sainte pour laquelle nous donnerons au peuple voisin l'exemple d'un respect religieux. Bigot de Préamneux. Des fonctionnaires sont mobilisés pour mener à bien cette tâche. De Gerando en Toscane ou à Rome, Mouchard à Jamban en Belgique ou en Allemagne du Nord, ces élites administratives françaises sont habitées par l'idée qu'elles jouent un rôle civilisateur, à l'instar de Beugnot en Westphalie. Des membres des élites locales plaident également pour la modernisation de leur pays par l'adaptation du système français comme Melzi dans le royaume d'Italie ou
Schmelbenmennik en Hollande. Pourtant, la réalité entraîne une nécessaire adaptation aux conditions locales. Ainsi, Murat n'applique jamais la constitution initialement envisagée et compose avec les élites terriennes. Finalement, comme le fait remarquer Michael Bowers, coexiste un empire central, celui de Napoléon, et un autre plus périphérique, gouverné par les membres de la famille impériale. L'Europe napoléonienne est une mosaïque de transferts plus ou moins intenses, de pacification et d'acceptation plus ou moins forte des institutions publiques et des mœurs françaises. À une acculturation assez poussée dans l'ouest de l'espace germanique ou du nord de la péninsule italienne s'opposent les résistances de l'Europe méridionale. Le modèle de Louis XIV pèse sur cet impérialisme que Napoléon imagine pouvoir pérenniser par la fusion entre les modèles forgés par Napoléon et celui des têtes couronnées européennes à l'instar du mariage avec Marie-Louise en 1809. Cette domination va pourtant s'effondrer très rapidement à partir de 1808. La dégradation des rapports avec le pape Pie VII est un facteur de mobilisation contre le régime. La faible résilience du Grand Empire repose plus fondamentalement sur d'autres mécanismes. Ainsi, la sortie de la Russie d'Alexandre Ier du système continental précipite la rupture avec Napoléon. Malgré une grande armée de plus de 500 000 hommes, dont des contingents alliés, autrichiens, prussiens, la Légion portugaise, bavarois, italiens, suisses, espagnols, etc. Malgré cette immense armée, Napoléon est vaincu en 1812. Avec le renversement de la conjoncture économique, l'impact du système continental sur les ports européens est partout de moins en moins acceptable. Le renforcement des contrôles douaniers accroît le mécontentement populaire, tandis que l'asphyxie économique de certaines régions pousse les notables à l'hostilité envers la France. Or, en France, comme dans le reste de l'Europe napoléonienne, le système de domination repose sur leur adhésion au projet français. Leur collaboration. Dans la péninsule ibérique, les élites ont précocement basculé dans l'opposition à la France, rendant possible le débarquement et les opérations militaires britanniques. À Naples, la montée en puissance du parti italien dans l'entourage de Murat aux dépens du parti français traduit la réticence à l'assimilisation totale au modèle français et à la satellisation. Après 1812, l'impossibilité de tenir le continent par la seule force des armes apparaît impossible. Malgré un nouveau durcissement de la conscription, les armées françaises sont en difficulté. Hormis la Catalogne, l'Espagne est entièrement perdue dès la défaite de Vitoria le 21 juin 1813. En Allemagne, malgré la campagne du printemps, la défaite de Leipzig traduit la capacité des Alliés à battre désormais Napoléon sur un champ de bataille. Le système de soumission et d'alliance sur lequel tient le Grand Empire se fissure. Entrée de l'Autriche dans la coalition anti-française en août 1813, double jeu de Murat à Naples dès l'automne, manque de résilience dans la Confédération du Rhin incarnée par le renversement d'alliance de la Bavière, perte de la Suisse en décembre. Contrairement à l'image mystifiée des guerres de libération de l'Allemagne, la chute de Napoléon à l'issue de la campagne de France répond en large partie à l'incapacité de Napoléon à accepter un partage de puissance en Europe. Échec du congrès de Prague à l'été 1813, malgré des victoires militaires lors de la campagne de France en 1814, notamment l'ultime victoire à Montreux-Foyonne. Lors des 100 jours, il essaie d'expliquer qu'il a agi de façon réfléchie pour organiser un grand système fédératrice européen que nous avions adopté comme conforme à l'esprit du siècle et favorable au progrès de la civilisation. Encore un Sainte-Hélène, Napoléon affirmera avoir voulu faire des Européens un seul et même corps de nation. Sans discuter de la véracité de cette assertion, cette nation était française plus qu'européenne. Avec la chute de Napoléon, l'heure de l'Europe s'organise à Vienne. Elle s'appuie sur le principe de la restauration des monarchies régnant avant 1789, tout en remodelant pour partie le cadre du continent. Il n'est pas question de fédération, ni même d'institutions communes, et les traces de l'occupation française sont généralement effacées. Même si certaines demeurent, sur le plan du droit notamment.
Néanmoins, l'idée d'une police européenne décidée pour empêcher le développement du nouveau mouvement révolutionnaire puis l'organisation de congrès périodiques pour discuter des modalités d'application des traités de Vienne s'inscrivent dans le contexte des projets européens nés au XVIIIe siècle. Mais Napoléon Bonaparte à Sainte-Hélène veut aller plus loin en se présentant comme le précurseur d'une Europe fédérée, ce qui n'a finalement été que fort partiel. Pour les Européens, en effet, l'Europe de Napoléon fut d'abord perçue comme un moyen de pressurer les populations en réclamant toujours plus de troupes pour la grande armée. Et dans l'immédiat, l'œuvre de Napoléon a surtout eu pour conséquence de favoriser l'émergence de l'idée nationale. Le 19e siècle est celui de l'éveil des nations, le 20e siècle celui de la construction européenne. Comme on l'a vu, au début du 19e siècle, le continent passe en quelques années sous la domination française par les conquêtes de Napoléon. Mais l'apogée de l'Europe napoléonienne, qui a lieu vers 1810-1811, laisse rapidement place à la chute de l'Empire en 1814, suite à différentes défaites et soulèvements, conséquence de l'affaiblissement du pouvoir napoléonien suite aux campagnes de Russie en 1812 et celles d'Espagne et de Portugal. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.